on va faire, il y aura 3 internes pour chaque partie, mais qui sont des internes qui suivent sur les différentes thématiques. Hein, voilà. Et donc les interventions, vous les avez dans la pochette. Voilà. Donc en gros, depuis plusieurs semaines, on est 3 formations politiques qui sont membres du Front de gauche, hein, donc sur les alternatifs, le parti de gauche, la gauche anticapitaliste, qui se réunissent pour présenter une liste de gauche aux élections municipales à Limoges. Donc une liste qui a 3 objectifs. Donc la construction d'un projet alternatif pour la ville, hein, ça s'appelle un programme de changement, un bilan critique du mandat de la majorité et du maire sortant, et de confirmer, d'amplifier dans la capitale régionale la puissance de la force, hein, comme on dit, qui s'est exprimée, qui continue à s'exprimer dans les urnes. Donc on l'avait vu la première fois avec les Limousin Terre de Gauche, donc les élections régionales, puis cantonales, puis législatives, et celle du Front de Gauche dans les présidentielles. Et aussi dans les luttes sociales, puisqu'on est largement présent contre les politiques antisociales et anti-écologiques actuelles. Alors, premier constat dans cette élection, c'est que la majorité sortante, donc emmenée par Alain Rodet, a choisi de continuer à renforcer ce que nous on appelle la métropolisation de la ville. La métropolisation de la ville, qui est symbolisée par une logique ruineuse, on verra, on va détailler, autoritaire et anti-écologique. Le premier exemple de choix, c'est celui du soutien inconditionnel au projet de LGV Limoges-Poitiers, qui aujourd'hui est repoussé après 2030 sans aucun, je tiens à le préciser, sans aucun autre calendrier de mise en œuvre. Après cette date, un report qui a été confirmé par le Premier ministre, après le rapport Buron, et encore par le ministre du Travail, Michel Sapin, lors de sa venue au Forum de l'Emploi. On le voit, vous savez, aujourd'hui, Alain Rodet, la majorité municipale, dit non, tout continue comme avant, ce qui est absolument faux. Il n'y a rien de continue comme avant, ce projet est reporté au calendrier. C'est un projet qui a plombé les finances de la ville, hein, pour plus de 2 millions d'euros. Alors, pas que les finances de la ville, mais ailleurs aussi, mais voilà, on parle que de la ville de Limoges, un projet désastreux au niveau écologique, et un projet qui condamne une partie du Limousin dans une guerre entre territoires qui ne fera que des perdants. Hein, bien sûr, nous on pense que Limoges, capitale régionale, n'a pas d'avenir sans coopération équilibrée, entre, bien sûr, avec tout le Limousin, notamment la Creuse et la Corrèze. Et de ce point de vue, si nous sommes élus, nous demanderons le remboursement de toutes les sommes versées à RFF, hein, c'est ce que par exemple nous avons déjà demandé au conseil municipal, mais surtout nous serons les meilleurs défenseurs de la modernisation de la ligne actuelle, qui est quand même dans un triste état, la ligne Paris-Orléans, la souterraine Limoges-Toulouse, qui est du point de vue ferroviaire une urgence. Voilà. En matière de transport, deuxième élément, c'est un point de vue local, plutôt que de courir après des chimères, voilà, donc nous on défendra 2 grands projets en faveur des transports du quotidien. Premièrement, la gratuité des transports publics locaux. Et l'exemple récent d'Aubagne, vous savez que sur la communauté d'agglomération d'Aubagne, maintenant il y a gratuité des transports. De manière plus ancienne, il y a aussi gratuité des transports à Grenoble, à Châteauroux. Nous pensons que ce sont les voies à suivre. Pourquoi ? Parce que la gratuité, d'une part, c'est une augmentation de 20 à 30% de la fréquentation dans la première année d'ouverture à la gratuité, même quand il y avait un réseau très important et même pas forcément rénové, hein, puisque dans Aubagne, on est dans la rénovation. Et on constate par ailleurs que le poids du transport dans les finances des ménages ne fait que s'accroître chaque année. Aujourd'hui, on a 15% du budget des ménages qui est consacré au transport. De quel transport tu parles, Daniel ? Là, je parle des transports urbains. Transport urbain. Voilà. La deuxième dimension, c'est que nous, on veut un saut qualitatif et quantitatif dans l'offre de transport, et nous reprenons à notre compte le projet d'utilisation du réseau de voies ferrées qui sillonne Limoges, et nous on appellera ça le tramline. Hein, voilà, c'est-à-dire on utilisera les voies ferrées, du matériel ferroviaire SNCF, etc., pour faire en sorte qu'on ait à l'intérieur de Limoges un réseau de distribution sur des grands trajets, puisque vous le verrez, on développera ça dans la campagne. C'était le projet des cheminots CGT il y a très longtemps. Sur le projet est explicité, précisé dans une fiche spéciale qui s'appelle fiche tramline. Voilà, qu'on va vous... Donc j'y reviens tout à l'heure quand on parle de notre orientation éco-socialiste. Quand on va parler du projet pour la ville, donc pour le projet éco-socialiste et pour la ville, vous avez une fiche qui détaille de manière précise le projet. Voilà. Donc on continue sur le cadrage global, mais on est en capacité de répondre à toute question précise sur le projet. Y compris le financement, le coût actuel, etc. Mais on n'a pas choisi de développer aujourd'hui, vous doutez bien. Là, pour l'instant, on est plus sur l'orientation générale de la campagne qu'on veut avoir. Voilà. Donc on ressort ce projet, on a été réactualisé, on a recherché à nouveau ses modes de financement, son cadencement. Y compris en discutant avec des cheminots. Y compris la question des desserts.
Deuxièmement, en matière d'intercommunalité, un des axes, c'est que nous, le toujours plus gros, puisqu'on démontre cette logique de métropolisation, c'est-à-dire le toujours plus gros de l'agglomération dicté par le maire sortant est inacceptable. C'est-à-dire le fait qu'on dénonce les lois, vous avez une majorité qui dénonce les lois Sarkozy, et en fait qui demande à dénoncer les lois Sarkozy sur l'intercommunalité, et à la fois, la gauche, et à la fois on a un maire qui utilise ces mêmes mots pour demander à la préfecture de briser les intercommunalités qui font, on a vu avec l'affaire de Couzex notamment, où le maire a fait voter l'intégration de force de Couzex dans l'intercommunalité, dans Limoges agglomération, au péril, je le dis bien, de la communauté de communes d'Orange développement. Nous, on dit que l'appauvrissement des communes de la seconde couronne, mais aussi du rural par ces choix autoritaires, ne fera que des perdants. La fiscalité sera, encore une fois, lourdement impactée, parce que plus vous avez de communes qui adhèrent à l'intercommunalité, plus les compétences qui sont transférées, il faut les assurer sur un territoire immense, à commencer par les transports. Et donc, on est obligé de faire tourner des transports urbains qui sont faits que pour des communes fortement urbanisées jusqu'à des communes qui sont très rurales. Donc, ça pose un problème financier majeur. Alors, si nous sommes majoritaires, nous engageons des relations intercommunales coopératives, je rappelle le mot, coopératives et démocratiques, en mettant par exemple au cœur des compétences de l'agglo le projet de transport gratuit, mais aussi le projet de tramline, puisque avec le réseau actuel de voies, etc., on peut faire d'autres éléments pour développer, c'est la valorisation des terres agricoles pour développer une production et une distribution alimentaire de proximité. J'essaye d'avancer plus vite parce que je suis un peu long. En fait, on dénonce aussi à vouloir tout centraliser sur Limoges pour avoir le pouvoir sur tout, tel le roi Soleil, on se lance sur le territoire limogeau dans la construction de ce qu'on appelle des petits Versailles aux dimensions irrationnelles. Donc je ne reviens pas sur la critique qui a été faite par nous au conseil municipal sur le grand stade à 60 millions d'euros pour 20 000 places. Je rappelle quand même que les élus de la gauche anticapitaliste, qui sont les deux élus de la gauche anticapitaliste, ont été les seuls depuis le début, même si aujourd'hui la droite, on a été seuls depuis le début à voter systématiquement contre ce projet. Parce que ce stade ne sera jamais occupé ni totalement, ni aux 2 tiers, pas même à la moitié, et on verra quand est-ce qu'il sera occupé au quart. Voilà. La rénovation s'imposait, on l'a dit, on ne rejette pas tout, la rénovation s'imposait, mais dépenser de l'argent public pour un projet d'une telle ampleur est scandaleux, alors que tout reste à faire. Voilà. Donc, dans tout état de si nous sommes élus, la seconde phase de travaux ne se fera pas, et on programmera d'autres investissements. Troisième élément qu'on voulait dénoncer, c'est le poids de plus en plus important des multinationales et des grandes sociétés capitalistiques dans la gestion des services publics. Veolia possède de manière historique, alors avant ce n'était pas Veolia, mais la délégation de services publics sur la collecte, l'incinération des déchets, etc. Mais ça s'est agrandi, puisqu'aujourd'hui, ils ont le transport de tous les délais de travaux de la ville. Le bassin aquarécréatif sera confié à une société Vermarine, vous avez vu la polémique sur cette affaire-là, une société dont les dirigeants aujourd'hui sont quand même mis en examen par un juge à Rouen, et ils viennent de récupérer la gestion de notre patinoire olympique. Ça fait 10 mois qu'ils sont mis en examen. On verra le jugement, mais si effectivement ils sont reconnus coupables, ça va quand même poser des problèmes de faire gérer nos installations publiques par cette société. Je rappelle quand même que nos parkings souterrains sont gérés par Vinci, que le groupe Transdev, qui est dans la STCL, c'est pas une association philanthropique, puisque le groupe Transdev, c'est l'ex-Veolia Transdev. Voilà. Ça appartenait, parce que là ça vient de changer, mais ça appartenait à la multinationale Veolia. Dalkia gère à peu près l'essentiel du chauffage urbain. À qui appartient Dalkia? Pour 60% à Veolia Environnement. Voilà. Donc les Limogeaux, on rappelle que les Limogeaux payent au moins 3 fois les équipements. Vous le verrez, une première fois parce que c'est la municipalité qui construit, une deuxième fois parce qu'ils payent en tant que client, non plus comme usager. Les tarifs ne sont pas les mêmes quand on est client ou quand on est usager. Je reviens là-dessus. Puis ils payent une troisième fois parce qu'on paye à ces sociétés, notamment en matière d'équipements sportifs, surtout dans l'équipement sportif, des subventions d'équilibre. Le bassin aquarécréatif de la ville, le bassin aquarécréatif de l'agglomération, il va coûter 55 millions d'euros, mais la première année, il coûtera aussi 1 million d'euros de subventions dites fonctionnement de services publics qu'on va verser à la société Vermarine. Et on payera une 4e fois, ça c'est peu connu, on payera une 4e fois. Pourquoi?
parce que les clubs sportifs qui vont utiliser ces équipements, on craint même que la piscine de Beaubreuil ferme, eh bien il faudra qu'ils payent l'utilisation des lignes d'eau ou des vestiaires à la société qui gère, donc à la société Vermarine. Et dans ce moment-là, comme ils ne peuvent pas s'acquitter avec leur seule les cotisations de leurs membres de la facture que va leur faire Vermarine, ils s'adressent à la ville de Limoges et on paye. C'est le cas de la patinoire olympique. La patinoire olympique, le club de glace, c'est plus de 200 000 euros de subvention de fonctionnement par an. Donc voilà, on paye 4 fois. Voilà pour l'essentiel. Donc, je ne vais pas finir là-dessus, mais globalement, nous, si nous sommes élus, on exigera le retour en régie publique. Alors, on attendra la fin de délégation de service public, parce que c'est extrêmement difficile de rompre au cours de délégation, mais dès que les contrats arriveront en terme, on prendra en régie publique. Quatrièmement, c'est au niveau culturel. Alors, il y a besoin de multiplier les initiatives populaires. Limoges, il avait été décrété, de fait, il avait été décrété que du 3 juillet au 20 août à Limoges, il n'y avait rien à faire. Voilà. Donc on avait des groupes folkloriques. Alors ça a un peu changé, on a depuis 2008 la journée urbaine, et puis maintenant on a musique au musée, c'est la preuve, qui marche pas mal, avec 600, 800 personnes, c'est la preuve qu'il y a du public disponible pour des concerts gratuits, en plein air, etc. C'est la preuve que les Limougeaux, bon c'est pas des... D'abord, il y en a de plus en plus qui ne peuvent pas partir en vacances, il ne faut ne pas l'oublier, mais en plus le public Limougeau aime la culture, aime sortir, aime se retrouver, et effectivement, nous, ce qu'on a développé, c'est qu'on dit, il y a la place pour un festival de musique actuelle à Limoges, sur au moins un week-end, voire 2 jours, voire 3 jours. Ça, c'est la preuve, le fonctionnement de la journée urbaine prouve que c'est possible, et donc nous, on est pour un festival majeur de musique actuelle, sur la période estivale. Et par ailleurs, nous, on est pour réaménager les berges de la Vienne et faire en sorte qu'on ait un dispositif, alors plus ambitieux encore, qui s'appellerait, qui a été baptisé ici ou ailleurs, Brive Plage, Paris Plage, mais nous, on est pour un dispositif qui s'appelle Limoges Plage. Pourquoi? C'est-à-dire pour permettre à des gens d'avoir à la fois un accès culturel, à la fois un accès de loisirs, des initiatives, comment on appelle ça? Excusez-moi. De l'initiation à des sports, à du loisir, un espace de convivialité pour ceux qui ont pu... moi j'étais voir comment ça se passait à Brive Plage, j'étais voir comment ça se passait à Toulouse Plage, etc. Vous avez quand même des milliers de gens qui se retrouvent tous les jours, et la plupart de ces gens qui se retrouvent là-bas sont des gens qui ne peuvent pas partir en vacances. Et donc je pense que nous avons une obligation sociale, ça relève de l'urgence sociale, de permettre aux gens, l'été, à Limoges, de se retrouver ensemble et partager des moments conviviaux. Et je pense que là, ça sera au cœur, y compris, de notre programme pour ces élections. Bien, je continue. Je passe la parole à Daniel. Voilà. Ouais. Donc vous avez compris qu'on considère que le bilan de l'équipe sortante, du maire sortant en particulier, n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'on ne partage pas l'orientation globale de cette équipe que vient de décrire Daniel, c'est-à-dire la métropolisation. On s'oppose à cette logique de concentration. En fait, la métropolisation, c'est quoi? C'est la concentration à la fois de l'action publique, à la fois des pouvoirs, à la fois et qui nous emmène sur des projets ruineux. Et donc Daniel l'a dit tout à l'heure, l'argent qu'on ne mettra pas dans ces projets ruineux, on le mettra ailleurs sur des projets éco-sociaux. Alors vous avez un exemple dans la fiche, parce qu'on a voulu donner un peu à voir qu'est-ce que ça serait. On déclinera dans d'autres domaines, mais on l'a décliné sur la petite enfance. Vous avez une fiche petite enfance dans votre dossier, qui montre que nous, au lieu de faire trop de place pour le grand stade, parce qu'on n'est pas contre la rénovation, on s'entend bien, on est contre le caractère pharaonique. Excusez-nous, la petite enfance, elle est où là? Vous avez une fiche sur petite enfance, oui. Et donc, il s'appelle combien de crèches pour un trop gros stade? C'est-à-dire qu'à la place de l'argent qu'on considère comme dilapidé dans un projet surdimensionné, nous, on pense qu'il faut répondre à des besoins sociaux urgents. Et donc, on met par exemple, pour augmenter les capacités d'accueil collectif en matière de petite enfance, l'INSEE a confirmé qu'on est en sous-capacité. Vous avez une note assez récente de l'INSEE qui montre qu'en particulier, il y a des zones de la ville qui sont confrontées à des besoins potentiels d'accueil d'enfants assez forts. Donc nous proposons d'augmenter les capacités, nous proposons de rénover ce service public
pour en faire un service géré démocratiquement, et là Sylvie parlera démocratie locale tout à l'heure, mais on décline un certain nombre de choses, et que ce soit cohérent avec notre orientation de planification écologique. Donc vous avez cette fiche dans le dossier qui précise comment nous, on veut faire autrement avec l'argent. Et donc on veut faire autrement pour promouvoir une autre orientation globale de la ville. Et cette orientation globale de la ville, c'est de faire de Limoges une éco-ville. Alors qu'est-ce que ça veut dire une éco-ville? Ça veut dire en finir avec l'hyperspécialisation actuelle du territoire. On a actuellement comment est pensé l'aménagement du territoire. Il y a des zones d'activité, il y a des zones de loisirs, il y a des zones d'habitat, il y a des zones commerciales. Et là, évidemment, je rappelle l'opposition qu'on a à ce que nous on appelle Calamity Village, qui contribue puissamment à la désertification du centre-ville, en même temps qu'à la déréglementation sociale. On rappelle à ce sujet qu'on est fermement opposé à l'ouverture des magasins le dimanche, aussi bien pour des raisons écologiques que pour des raisons sociales. Donc pour nous, ce type d'aménagement de l'espace, cette hyperspécialisation se fait aux dépens de quartiers équilibrés qui allieraient logement, services publics, commerce de proximité et travail, ce qu'on appelle de la polyfonctionnalité de l'espace. Et donc pour nous, il faut en finir avec cet aménagement du territoire qui fait l'impasse sur les considérations écologiques et sociales. Il est grand temps de ménager le territoire aussi bien écologiquement que socialement. Donc, nous pensons qu'il n'est pas forcément judicieux de faire table rase de l'existant, mais on ne peut pas se limiter les ambitions d'une grande ville comme Limoges à la construction d'un écoquartier qui aurait vocation de vitrine simplement ou de faire valoir. Nous proposons une réorientation fondamentale avec l'objectif de faire progressivement de Limoges une écoville. Objectif à promouvoir dans tous les domaines. Donc par exemple, en matière de gestion des crèches, la gestion sera, on pense qu'on peut faire des éco-crèches. Alors, des outils réglementaires existent, nous les utiliserons pour lutter contre l'étalement urbain et le mitage du territoire, pour réduire l'empreinte écologique. Il s'agit du PLU, plan local d'urbanisme, du SCOT, du droit de préemption qui est à la disposition de la municipalité. Nous développerons donc un urbanisme compact. On pourra même accueillir, on sera ouvert à l'accueil de zones dédiées pour des habitats très faibles empreinte écologique, ce qu'on appelle les habitats légers, pour pratiquer un mode de vie respectable socialement et intégré à la commune. Il y a aussi une vraie urgence sociale sur les quartiers populaires. La rénovation tarde à aboutir et il faut rapidement endiguer la paupérisation, l'isolement croissant du reste de la ville qui alimente marginalisation et stigmatisation sociale. Donc, de ce point de vue, il faut rapidement, sans se cacher les difficultés de mise en œuvre, un suivi, un accompagnement social performant, la mise à disposition de terrains, de logements, la présence renforcée des services publics sur ces quartiers et évidemment que la municipalité veille par ses services sociaux à la scolarisation effective de tous les enfants dans les écoles de la République. Alors comment engager cette orientation d'une écoville pour Limoges? Nous voyons 4 dimensions. Vous les avez dans la fiche qui est sur faire de Limoges une écoville, 4 dimensions. D'abord le projet Tramline. La question des transports urbains condense les grands enjeux de lien social et de maîtrise écologique, de bifurcation écologique. Donc vous verrez dans cette fiche que nous proposons un réseau plus étendu, intermodal, plus fluide et gratuit pour tous. La gratuité n'est pas une option, elle correspond à un projet de société, à un projet du vivre ensemble. Donc je ne développe pas, Daniel en a parlé, on ne développe pas, mais vous pouvez voir ce qu'on entend par là pour la fiche, y compris, pour nous c'est moins un enjeu de financement qui se pose qu'un enjeu politique. La question des financements n'est pas un obstacle politique. Aubagne vient de faire l'expérience que c'est possible, ils l'ont fait, et nous, on a un versement transport qui est à 1,02% en ce moment. Les textes tels qu'ils sont nous permettent en l'état de monter à 1,8% et même à 2% si on a un aménagement de l'infrastructure publique, ce qu'on propose dans le volet Tramline. Donc, on peut monter le versement transport jusqu'à 2%, on n'en aurait même pas besoin pour financer le projet. Je rappelle que sont assujettis au versement transport les entreprises de plus de 9 salariés, donc les toutes petites entreprises ne sont pas concernées. Les entreprises commerciales. Les artisans ne sont pas concernés par l'augmentation du versement transport. Et nous n'apprécions pas forcément qu'on se glorifie d'être
l'une des métropoles les plus grandes de France qui pratique le plus bas tarif, avec une offre de transport qui pratique une des celles qui a le plus faible versement transport, avec une offre de transport public urbain qui n'est pas à la hauteur des besoins d'une grande agglomération comme la nôtre. Deuxième aspect de ce projet d'éco-ville, stopper l'étalement urbain, destructeur de terres agricoles et naturelles, aider à l'émergence des circuits courts. Nous pensons qu'il faut oser le développement d'une agriculture urbaine et périurbaine, biologique bien sûr, respectueuse du producteur comme du consommateur. Nous pourrions parler, nous, de terres vivrières péri, voire intra-urbaines, c'est-à-dire de terres massivement productrices de denrées agricoles pour des usages de proximité. On est bien dans une logique d'impulser le développement des circuits courts. Il s'agit d'aller au-delà des objectifs nécessaires mais insuffisants de loisirs et d'esthétique des ceintures vertes ou de verdure. Autrement dit, ce qu'on propose va plus loin que la simple notion de ceinture verte pour des raisons d'esthétique. Ce qui suppose une maîtrise urgente du foncier pour éviter que les terres encore fertiles de la commune ne soient ravagées. On a l'exemple de ce qui se passe sur la création des lotissements sur la zone de l'Andouge. Le sol, pour nous, est un bien commun. Sa maîtrise publique est un enjeu économique et social. Alors, comment engager la reconquête des terres? Nous pensons qu'on a plusieurs aspects, il y a plusieurs dimensions possibles, des agriculteurs maraîchers indépendants et en groupement qu'il faut aider, mais aussi on peut faire des coopératives maraîchères biologiques. Ça existe, par exemple à Allonne, dans la Sarthe, ils ont créé ça, qui associe pour 40% les producteurs, 30% la commune et les salariés et 30% les consommateurs, ou aussi carrément en créant des maraîchages municipaux, qui seraient source de création d'emplois agricoles urbains, en partenariat avec le lycée agricole, en partenariat et avec un ingénieur agronome qui serait recruté par la ville. Les débouchés de ces productions sont d'abord des débouchés au niveau de la restauration collective publique, les écoles, les hôpitaux, les EHPAD, avec la création de légumeries. Alors évidemment, la ville durable, elle favorise aussi la biodiversité et autant que possible la déminéralisation des surfaces qui seraient alors plus perméables pour sortir du tout bitume et du tout béton. Troisième dimension de la ville durable que nous voulons, elle est celle qui maîtrise l'énergie. Comme la plus grande source d'énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas, nous proposons d'engager un plan municipal de sobriété énergétique autour de 3 axes. Premièrement, plan d'isolation des logements et des équipements. Nous engagerons l'isolation thermique des bâtiments municipaux et des logements sociaux en commençant par les écoles et les gymnases, selon les normes les plus récentes de la haute qualité environnementale. Deuxièmement, lutter contre les mésusages de l'énergie et les gaspillages énergétiques, en finir avec les installations publicitaires énergivores et lancer dans chaque quartier un grand débat citoyen sur la réduction de l'éclairage public en zone profonde, de l'éclairage, en nuit profonde, de l'éclairage public en nuit profonde, avec des économies substantielles à l'arrivée pour une contribution significative à la réduction de notre impact énergétique. On a eu l'information, on a fait une réunion, nous, Parti de gauche, mardi soir, et un représentant de l'association nationale pour la NPCEN 87, qui nous a expliqué que les rénovages, les villes étoilées, que la rénovation de l'éclairage public en zone industrielle nord s'est traduite par une multiplication par 3 de la puissance lumineuse. C'est proprement archaïque de faire aujourd'hui à Limoges une rénovation d'une zone industrielle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, en multipliant par 3 la puissance lumineuse. Ça n'a pas de sens. On fait des grands projets complètement chimériques et on n'est pas capable de faire quelque chose qui corresponde aux enjeux de la transition écologique. Donc notre ville doit rejoindre les villes et villages étoilés de France et nous disons bienvenue aux quartiers étoilés à Limoges. Troisième dimension de ce plan de sobriété énergétique municipale, mener une politique active d'éducation à l'environnement pour encourager les comportements de sobriété énergétique, par exemple, mais il y aurait plein d'autres pistes, par la mise en place d'une coopération avec les écoles de conduite pour généraliser les cours d'éco-conduite lors du passage du permis de conduire. Enfin, la ville durable, c'est celle qui maîtrise ses déchets. Je ne reviens pas sur la question des délégations de services publics, mais il est évident que la gestion
volontarisme de la diminution des déchets impose de sortir les intérêts marchands de la gestion des déchets, y compris la collecte. Clairement, nous remettrons en cause les délégations de services publics quand elles arrivent à échéance, voire s'il y a l'opportunité en cours de mandat, s'il y a non-respect avéré d'un certain nombre de clauses des contrats de délégation de services publics, c'est possible, des villes l'ont fait, dans le cadre d'un service public pour une gestion écologique responsable et démocratique. Nous développerons aussi des ressourceries recycleries, ce qu'on appelle les fralables, pour sortir du gaspillage de la société du tout jetable. Et enfin, nous disons halte à l'agressivité publicitaire et au consumérisme. Nous engageons un nouveau zonage de la ville visant à réduire fortement l'envahissement publicitaire sur l'espace public et une révision du contrat liant abribus et cette multiplicité de voiries. Tout ça n'est possible qu'en promouvant en grand la démocratie locale. Place à Sylvie. Donc on a un véritable projet alternatif pour la ville de Limoges et ce projet on ne l'envisage pas sans une véritable révolution démocratique puisque c'est pas le principal axe qu'a développé l'équipe en place pour l'instant et là-dessus on veut changer les choses. On souhaite d'abord mettre en place de véritables espaces de concertation, d'abord pour les structures de libre association, donc pourquoi pas une maison des associations, pour les syndicats, une bourse du travail, enfin des espaces collectifs où les échanges, les débats pourront avoir lieu entre les citoyens et avec leurs élus. On souhaite agir pour de nouveaux droits. Bien sûr, la gauche qui se présente devant vous aujourd'hui, elle entend continuer à faire vivre plus fortement les revendications relatives aux droits de vote des étrangers, bien entendu, mais d'autres droits pour l'ensemble des citoyens qui se traduisent dans nos projets et dans nos propositions. Nous souhaitons des assemblées citoyennes pour que chacun puisse se prononcer et pourquoi pas, nous souhaitons tendre aussi à terme vers des budgets participatifs qui pourraient faire en sorte que la population s'empare vraiment des projets proposés par la municipalité. Donc voilà, notre projet municipal, il ne s'envisage que sur la réforme des temps scolaires, puisque voilà, je crois qu'on pourrait écrire la chronique d'un échec annoncé avec la réforme de la ville de Limoges, puisque bon, indépendamment de toute l'analyse qu'on peut faire sur l'enjeu ou non de réformer les temps scolaires, la réforme de la municipalité actuelle a conduit à à annuler toute ambition quant à la prise en compte des intérêts de l'enfant. Et pourquoi? Parce que cette réforme a été conduite dans une précipitation et un manque de concertation assez représentatif du fonctionnement de cette municipalité. Donc déjà, voilà, il y a eu un problème sur une mise en place autoritaire de cette réforme, puisque, une fois n'est pas coutume, l'absence de démocratie a présidé dans les choix de l'équipe municipale, puisque ni les parents, ni les enseignants, ni les structures associatives ou autres écoles de danse ou toute autre école qui accueille les enfants habituellement sur les temps hors scolaires n'ont été associés à cette démarche. Alors il y a eu un semblant de consultation, mais les courriers qui ont été envoyés aux familles ont démontré que les choix étaient faits bien en amont de cette consultation. Donc voilà, les remontées de tous les acteurs qui travaillent autour de l'enfance et qui demandaient de la prudence, de la concertation pour une mise en place l'an prochain de cette réforme sont restées lettres mortes pour cette municipalité qui a fait ses choix sans sa population. Donc la seule chose qu'on a reçue en toute fin d'année, pour ce qui est enseignants, famille, école, c'est un emploi du temps qui à lui seul déjà nous préoccupait tant il comportait d'aberrations organisationnelles. Alors cette aberration, elle se traduit sur plusieurs volets, mais en tout cas ce qui est évident, c'est que ni les rythmes de l'enfant, ni l'organisation des familles n'ont été améliorés par cette réforme, bien au contraire. Et s'il ne fallait citer que quelques exemples quand même assez représentatifs de cette désorganisation, parlons de l'école du mercredi matin, puisqu'on fait déplacer les enfants pour 2 heures de cours. Donc voilà, le gain, ça a été 2 heures de cours par semaine, pour une journée de plus. Un turnover des animateurs de garderie le mercredi matin, enfin si vous voulez on détaillera, mais on est dans un espèce d'organisation ubuesque avec des garderies payantes qui alternent avec des garderies pas payantes, des garderies qui durent 1 heure, qui sont remplacées par d'autres personnels. Enfin voilà, les enfants ne s'y retrouvent pas, les familles et les profs non plus. Des horaires décalés, alors là on se demande comment on a pu imaginer une telle organisation. Donc les maternelles et les primaires ne sortent pas à la même heure, ce qui fait que très souvent les familles ont des enfants dans les 2 cadres scolaires
et on se retrouve avec des parents, des mamies qui attendent les plus grands un quart d'heure ou plus sur le trottoir, avec les plus petits qui sont sortis un quart d'heure plus tôt. Quand il va se mettre à pleuvoir des cordes et qu'il fera très froid, ça nous paraît quand même pas très opportun. Un traitement de la pause méridienne du mercredi qui est là proprement inacceptable, puisque les enfants sont transportés massivement, c'est-à-dire l'ensemble des enfants qui sont ensuite conduits dans les centres de loisirs, sont transportés massivement à Beaublanc pour manger dans une cantine qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent, des nombres d'enfants extrêmement élevés dans un centre. Enfin, c'est très préoccupant. Et d'ailleurs, pour régler ce problème, si le choix s'était porté sur le samedi par exemple, je ne sais pas si c'était un meilleur choix ou non, mais en tout cas ce problème de cantine du mercredi, il aurait été réglé, il n'aurait même pas existé. Donc voilà, le constat qu'on a tous fait très rapidement en voyant l'emploi du temps proposé par la municipalité, c'était que les temps de garderie allaient être rallongés. Voilà la réforme des temps scolaires de la municipalité. Alors, ces temps de garderie sont rallongés, mais ils sont fortement dégradés, et c'est ce qui nous préoccupe, puisque la rentrée, elle s'est faite quand même dans cette incertitude qu'allaient faire les enfants à la sortie de la classe. Et malheureusement, on le découvre sur le tas à la rentrée. Donc, et comment on le découvre, là aussi c'est encore déconcertant, puisqu'il a fallu attendre les réunions de rentrée avec les enseignants pour en savoir un peu plus. Alors, je rappelle que les professeurs n'ont absolument pas de responsabilité sur les temps périscolaires, et ils n'ont pas été associés à la mise en place de ces temps périscolaires. Néanmoins, la ville de Limoges est totalement dédouanée de l'information à faire aux familles, puisqu'elle n'a pas daigné se déplacer dans ces réunions pour expliquer sa réforme et pour expliquer son projet, mais a demandé aux enseignants et aux directeurs, aux directions d'école, de se charger, avec aucune information fiable, de faire cette information aux parents et de répondre aux parents qui, légitimement, sont inquiets, voire en colère. Donc voilà encore c'est très représentatif de cette municipalité qui s'engage dans un projet, dans un programme, dans une réforme, mais qui ne l'assume pas complètement, forcément, qui assumerait un tel gadin. Donc, on pourra répondre à des questions, bien sûr, mais qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, rien, c'est ce qui nous a été dit, c'est ce qui a été dit à tout le monde, à tous les gens qui travaillent sur la petite enfance, sur l'enfance et la scolarisation. Mais peut-être qu'à l'issue des vacances d'automne, des ateliers seraient mis en place. Malheureusement, ces ateliers, c'est un leurre, ce n'est pas du tout une offre intéressante pour les familles. Ces ateliers ne pourront pas accueillir l'intégralité des enfants qui sont aujourd'hui en garderie. Donc il y aura une offre qui ne sera pas équilibrée, et les garderies, il y aura un double système, des enfants accueillis en atelier, donc avec une garderie à peine améliorée, parce que ces ateliers, ils sont sur 6 ou 7 semaines, donc c'est pas une offre ni culturelle ni sportive qui est faite, c'est juste un temps de garderie un peu plus au calme, un peu plus amélioré, que ce qu'auront les autres enfants qui n'auront pas eu accès à ces ateliers. Donc voilà, une réforme comme ça demande des moyens, de l'anticipation, de l'organisation. Et l'organisation, elle dépasse les moyens humains, puisque beaucoup de nos écoles ne sont pas en capacité d'accueillir une activité supplémentaire en périscolaire. Les locaux sont contraints, ils sont en plus inadaptés à l'accueil des enfants, à l'accueil d'activités sportives, il n'y a pas de matériel, enfin voilà, il y a quand même quelque chose à penser. Quant à la garderie en tant que telle, là on est quand même dans une situation dramatique aujourd'hui. Je crois qu'il faut appeler la vigilance et l'attention des parents. C'est que les enfants ne sont pas gardés dans des conditions de sécurité qu'on peut attendre, puisque les garderies sont aujourd'hui submergées par ces nouveaux temps scolaires. Jusqu'à l'année dernière, les études se terminaient à 18h. Donc les enfants étaient pris un certain nombre en études, un certain nombre en garderie. Il y avait une répartition à peu près équilibrée. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Avec la réforme des temps scolaires, les études se terminent à 17h30, ce qui est trop tôt pour les familles pour que les enfants soient récupérés. Dès lors, entre 17h30 et 18h, tous les enfants sont déversés à la garderie et on se retrouve avec un sureffectif assez impressionnant d'enfants en garderie qui se traduit par soit ils sont dans la cour, les enfants, quand il fait pas trop mauvais, mais avec un déficit de surveillance, puisqu'on a beaucoup plus d'enfants que prévu par rapport au nombre d'adultes présents, soit nous attendons tous de voir au mauvais jour, sans que cette situation soit solutionnée, comment ça va se passer dans des salles qui sont déjà aujourd'hui surchargées et qui vont l'être d'autant plus avec cet afflux d'enfants supplémentaires à la garderie.
Et là, on demande aux élus qui ont mis en place cette réforme d'avoir un peu le courage de s'y déplacer et de prendre conscience des dégâts provoqués par leur proposition, leur réforme et leur mise en œuvre. Mesures correctives qui doivent être prises avant même la prochaine rentrée. Elles sont au moins au nombre de 3. L'augmentation du personnel de garderie, le maintien des cantines dans les écoles le mercredi, tant que les jours supplémentaires seraient le mercredi, et une garderie municipale et gratuite le matin comme le soir dans toutes les écoles avec une stabilisation et un renforcement du personnel d'animation.